Bonjour et bienvenue dans Fantasia. Le magazine où l'intelligence artificielle, elle rencontre la création. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme dans ce numéro 3? Attention, ça va secouer un peu les circuits. On commence par le fil rouge de ce mois-ci. Une artiste incroyable, Nice Aunties. La singapourienne, j'ai adoré. Elle prend ces femmes plus âgées, tu sais, les tantes, les grands-mères, souvent un peu invisibles dans les sociétés asiatiques, et elle en fait des grands-mères badass, comme on pourrait dire. On a aussi été voir un photographe. Éric Tabuchy. Il nous emmène dans un monde Post-apocalyptique, c'est-à-dire où les photographes doivent tout réinventer. Le réalisateur, Eric Jen. a imaginé un court-métrage documentaire terrifiant. Terrifiant, carrément. Une forêt qui se venge. Le grand projet Fantasia. Vas-y, annonce-le. Notre abécédaire de l'IA. Ouh, ça grouille de concepts. Oh, mais waouh, quelle excitation! J'ai tellement de questions. Écoute, on verra ça plus tard, hein. Tes états d'âme d'algorithme peuvent bien attendre. Et pour ouvrir ce numéro, Fantasia a demandé à l'écrivain et réalisateur Vincent Ravalec Une soucoupe volante. comment il avait apprivoisé l'intelligence artificielle. Avec IA The Passenger, il nous livre le récit personnel de sa rencontre. Je m'appelle Vincent Ravalec. J'écris depuis presque 40 ans. Cela veut dire que j'ai vu les premiers pas de l'homme sur la Lune, sur une télé en noir et blanc. J'ai grandi avec Métal Hurlant, qui racontait des histoires de robots et d'extraterrestres. Je fais aussi des films. J'aime bien les trucs un peu foufous, originaux. Mais au fil du temps, c'est devenu un véritable chemin de croix de les financer. Comme si un couloir s'était rétréci, avec au bout toujours le même genre de réponse. Malheureusement, je crains que vos options expérimentales ne soient guère compatibles avec les attentes de nos nouveaux actionnaires. J'en ai tellement marre de présenter des scénarios de films qui ne se tournent pas que je me demande si je ne vais pas me réfugier définitivement dans la poésie. Mais alors que je suis en train de soupeser cette cruciale question existentielle, je reçois la visite d'une soucoupe volante. Je n'en reviens pas. Elle vient se poser près de moi. Une créature en sort. Je raconte ça à mes enfants. Eux aussi font des films. On travaille ensemble dans notre studio maison. Ils ne veulent pas me croire. Mais papa, tu délires. T'es mytho, papa! Mais ils sont bien forcés de se rendre à l'évidence. Des centaines d'images jaillissent de nulle part. Plus besoin de caméra. C'était un rituel quasi alchimique. Il fallait s'installer devant son écran et proférer des paroles magiques. On appelait cela prompter. Et alors, à ce moment-là, on basculait dans un autre monde. C'était Métal Hurlant en vrai. Mais l'affaire n'est pas si simple. L'éruption de la soucoupe a fait l'effet d'une bombe. L'intelligence artificielle est parmi nous. Et elle est soit diabolisée, soit érigée en nouvelle religion. Les clivages s'exacerbent. Beaucoup sont gagnés par la peur du grand remplacement technologique. Moi, je persévère. Qui dit nouveau paradigme, dit aussi nouvelle forme de langage. C'est parfait pour tenter un projet que j'ai en tête. Comment évoquer le monde d'aujourd'hui en mêlant la folie, la science, l'économie, notre histoire? Tout cela ensemble en un résultat intensément poétique, mais aussi narratif qu'un conte de fées, mystérieux comme de la physique quantique et précis comme un article des Échos. Je me sers de plusieurs IA en y agitant mes idées de départ comme dans un shaker. Le résultat est bizarre. Parfois, la réponse ressemble à une bouse informe et convenue tombante du plafond. Et parfois, un truc précieux jaillit. Peut-être qu'un vieux fond animiste ressurgit. J'ai l'impression de dialoguer avec une partie de la conscience collective, à la fois notre connerie et nos fulgurances. Cela provoque une sensation étrange, entre excitation et début d'aliénation. Les conseils d'un chaman me reviennent avant qu'ils ne me propulsent dans la 5e dimension. C'est vous qui maîtrisez la connaissance, pas la connaissance qui vous maîtrise.
Et là, l'IA me smatche le cerveau. C'est assez bizarre. Un nouveau territoire de la conscience dans lequel il fallait apprendre à naviguer. Car c'est votre cerveau, vos souvenirs, vos connexions neuronales qui se mélangent à cet étrange process. Au final, ça me laisse un goût étrange. Comme d'avoir pris un psychotrope curieux, à la fois inerte et vivace, puissant et défaillant, logique et délirant en même temps. Une chose est cependant certaine, mon envie et mon indépendance de création sont intactes. J'ai juste un nouveau partenaire un peu bizarre, dont je n'ai pas fini d'explorer les potentiels. Sur cette conclusion lourde d'implications philosophiques, je me suis quand même remis à écrire un poème, à l'ancienne, avec mes petits doigts tapotant sur le clavier de mon ordi et mon petit cerveau, comme un besoin quasi viscéral. Dans les couloirs du chaos, aux confins des mondes, à la lisière du temps, 3 pierres étaient dressées. Avec l'IA, un nouveau monde était en train de s'installer. Comment allions-nous intégrer cette diablerie? Allait-elle potentialiser le meilleur de notre humanité, nous rendre plus stupides, nous permettre de créer les paradis de demain, malgré notre folie? Après tout, c'est nous qui l'avions créée, elle était peut-être juste à sa manière un peu humaine, avec ses doutes et ses errements. Ce qui était certain, c'est qu'on allait être obligé de composer avec ce nouveau passager. Jelly. Imaginez un peu un photographe hyper connu pour ses inventaires hyper méticuleux de la France et qui d'un coup se met à jouer, mais vraiment jouer avec l'intelligence artificielle pour créer des mondes un peu dystopiques. Intriguant, non? Ah oui, carrément surprenant. On va essayer de comprendre comment il est passé d'une photo très terrain, les pieds dans la boue presque, à une expérimentation assez folle avec l'IA. C'est ça l'idée. Éric Tabuchy, je suis photographe, artiste. J'ai une pratique de la photographie beaucoup basée sur les typologies de construction, d'architecture. Le cerf d'Atlas est un livre qui est entièrement réalisé sur Midjourney, la version 5.2, qui pour moi est vraiment une déflagration, un Hiroshima de l'image. Dans cerf d'Atlas, il y a CERT, c'est 3. Il y en a donc 2 avant, l'Atlas of Forms et l'Atlas des régions naturelles. Atlas of Forms, c'est de la cueillette d'images sur Internet. Ça m'a pris 2 ans presque à temps plein. J'avais un traitement médical assez lourd qui fait que je ne pouvais pas quitter mon domicile. Et j'étais tellement frustré en tant que photographe que je me suis mis à voyager dans l'espace du web, à peu près comme j'aurais voyagé dans la réalité, c'est-à-dire en me perdant complètement, en dérivant pendant des jours et des jours, et en récoltant toutes ces images qui sont des images brutes de chantier, de construction. J'avais très envie de déconnecter l'architecture de sa fonction. La maison, c'est fait pour abriter, l'église, c'est fait pour pratiquer un culte, l'usine, c'est fait pour produire, etc. Moi, j'avais juste envie de les associer à une forme, de dire « regardons le monde, pas tant en tant que fonction, mais en tant que une sorte de vaste laboratoire, vaste atelier de sculpture ». On retrouvera à peu près le même principe dans les 3 livres. C'est une compilation d'images. Mais quand on le regarde plus précisément, on s'aperçoit que toutes ces images ne sont pas amalgamées d'une manière hasardeuse. Elles commencent par
cette page d'introduction qui est un peu la création du monde. Voilà, on crée l'univers avec ses planètes, des architectures sphériques, comme ça, qui sont compilées. Et on retrouvera un peu le même schéma dans The Third Atlas, un schéma un peu de la création, on va dire. L'Atlas des régions naturelles, c'est un travail de documentation du territoire français à travers son architecture. On réalise ça avec Nelly depuis 2017. On a publié 6 volumes, on se prépare à publier le 7e. Donc oui, c'est un travail qui est vraiment un travail à la fois conséquent, qui s'inscrit dans une temporalité très longue. On se rapproche du catalogue dans le sens où on va photographier tous les éléments visibles depuis le bord de la route et en essayant de les classifier, oui, par époque, par matériaux, par utilité, etc. On n'établit pas de hiérarchie entre l'architecture historique, industrielle, l'architecture individuelle pour les maisons, etc. On photographie tout. Dès que le ciel commence à se couvrir, qu'il commence à pleuvoir, qu'il commence à venter, c'est notre météo de prédilection. Donc, dans cette expérience du territoire, qui est une expérience assez physique, dans laquelle l'abstraction de l'intelligence artificielle n'a absolument pas sa place. C'est-à-dire qu'on est en prise avec les éléments les plus concrets qui sont la météo, la matérialité des choses. L'IA, pour moi, c'est une comète qui traverse le ciel et qui s'écrase dans le jardin. Et j'ai vraiment le sentiment que là, on bascule dans une autre ère de l'image. Midjourney, l'intelligence artificielle, c'est métaphoriquement un Hiroshima de l'image, de la photographie. On a un monde qui est tout d'un coup balayé par cette révolution technologique. Et dans cet ancien monde qui explose, on a une communauté de survivants qui sont des photographes hébétés qui subissent l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui s'interrogent comment une machine peut générer des perspectives, des assemblages de couleurs, des choses qui ont une certaine forme de réalisme et qui, rapidement consultées sur Instagram ou sur Facebook, peuvent laisser penser que ça peut se substituer à la photographie traditionnelle. Dans le premier tiers du livre, j'utilise l'IA pour copier, parodier la photographie, pas pour s'en affranchir. Tout le travail de la seconde partie va consister à voir dans quelle mesure on peut précisément demander une chose à l'intelligence artificielle et faire que notre intelligence humaine s'immisce dans le calcul pour générer quelque chose d'hybride qui est à mi-chemin entre la volonté de l'artiste et l'espèce de calcul vertigineux qui est très puissant mais qui est aussi un peu écrasant parfois. Petit à petit, on arrive à des images qui n'ont plus d'autre finalité que de laisser Midjourney produire des images qui, pour moi, se révèlent assez proches des images de l'inconscient. C'est-à-dire que si on devait représenter l'incohérence du rêve, la manière dont ça... on pourrait avoir des images qui sont assez proches de ça. Finalement, on arrive à quelque chose qui est assez
presque cocasse parce qu'on arrive à un surréalisme 3.0, à une sorte de version des montres molles de Dali, mais remâchée par ou de Magritte, remâchée par l'intelligence artificielle. Quand j'ai travaillé sur ce livre, Nelly était presque inquiète. Je passais tellement des nuits entières à travailler dessus qu'elle m'a dit « Mais tu vas pas pouvoir retourner dans le réel, tu t'es enfoncé trop loin dans le truc. » Et je lui ai dit « Mais non, il n'y a aucun problème, moi le vent me manque, l'odeur des choses, la route, tout ça, ça me manque. Je ne vais pas passer ma vie devant un écran, ça ne m'intéresse pas. » Pour moi, Midjourney, c'est du dessin. C'est du dessin qui peut prendre l'apparence de la photographie, mais c'est dessiné par... c'est pas dessiné par la lumière, c'est dessiné par des pixels. Et finalement, cette possibilité pour le photographe d'être dessinateur m'a beaucoup intéressé. Bon, après cette exploration visuelle, on bifurque encore. Et en parlant de trucs qui secouent... Et là, c'est la nature elle-même qui semble contre-attaquer. Le réalisateur Eric Jen nous propose un documentaire d'horreur. Parfait pour une soirée film, si on aime ne plus jamais se balader en forêt tranquillement. Our modern life, environmental catastrophes, violence, pollution. As a stark contrast reports have come to our attention of a strange symbiosis of human and nature. A small group of scientists and a camera crew traveled there to shed light on this unique phenomenon. What you come across there is not right. It's against nature, if you ask me. You see things that make you feel not quite sorted upstairs here. You never know if it's real or imagined. We soon understood what the locals meant. The vegetation takes human form. First vague, then more and more pronounced the deeper we moved into the woods. The growth strongly resembles hands, feet, faces, and other human body parts. We can't explain it. It seems as if plants and fungi try to imitate human life form. These finds are quite extraordinary, and we're just starting to observe these phenomena. Sightings of people are rare. Most of them seem in a meditative state. No words are spoken. It's total integration in the forest to a degree which is defying what we know. What do you think was happening? I really don't know what happened anymore. They're not good memories. It's difficult to describe. It's really a blur for the most part. We were surrounded by those things. It looked like people turned into plants or trees. Yet further into the forest, these life forms became more and more animated, mobile.
these creatures friendly or hostile? Are they only resembling physical or also mental human attributes? Or even predatory behavior? We weren't sure, but became increasingly more worried. Right before we left, we found a broken camera. From its memory chip, we recovered this disturbing footage. God, I got enough already. I'm out of here. What the hell? Oh no! My name is Oliver Roger. I am an instructor for digital media design at a university here in Chicago called UIC. I work under the name Eric Jen in the AI world. So the way I approach a AI project is I have different tools available on my computer, and I start with very simple prompts and sort of apply them to different tools and see what they give me. So I don't really approach a project where I have a finished idea in mind that I want to realize. I like to see the outcome, the output first, and then improvise from there. I think it's a very interesting process that's different from traditional filmmaking, because you have to have a very thought out plan before you get to start filming. In AI, that's different. For the film One with Nature, I used a tool called Runway, and it was a straight text-to-video process. And I investigated that tool, that it was really good in creating forest scenarios. So I was playing around with these scenes, and I created sort of a hybrid creature that was somewhere in between an animal, plant life, and a human being that was crawling on the floor. So there was a 5-second long creation that I had, and I was really inspired by that. And sort of the story for the whole short film developed around that one piece. The idea that this is a fictional documentary also came, it wasn't there in the beginning, I didn't plan that, but looking at the material I had, it sort of, it just happened. In a traditional film, you also have to improvise. So maybe it's not exactly what you wanted to hear from that person, and then you have to improvise, maybe interview a different person. And that's exactly what happens also in AI. It's always that moldable piece that you can change it all the time. I think it's very fascinating. Ça, c'est du pur fantasia. On enchaîne. On respire un peu, on attaque un gros morceau. Le journaliste David Carzon nous propose un abécédaire de l'IA. Chaque mois, il rencontre un ou une philosophe. On va essayer de décrypter un peu ce jargon, lettre après lettre. Et on commence fort avec... la lettre G. G comme... génial. Non. G comme générativité. Charles Baudon, doctorant en philosophie contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je réalise une thèse sur l'intelligence artificielle, le nouveau réalisme et le web.
Le mot générativité vient de génésis en grec ancien et qui évidemment se retrouve tout de suite dans l'Ancien Testament avec la Genèse et qui décrit le moment de la création ex nihilo. Mais chez Aristote aussi, chez les Grecs anciens, on trouve ce mot tant pour décrire la naissance d'un nouvel individu, par procréation par exemple, ou la génération de phénomènes physiques comme un tourbillon ou une tempête, etc. Donc à ce titre-là, le mot genèse, génération, générativité, sert à désigner le passage du non-être à l'être. Mais à travers l'histoire des sciences, on trouve une application un peu plus précise et qui se rapproche de son application en intelligence artificielle. On trouve un usage du mot générativité, notamment en linguistique, en mathématiques et en informatique. Chomsky, le premier, va montrer que la langue est générative dans la mesure où elle a des principes qui lui permettent de produire de nouvelles formes. Par exemple, lorsque j'utilise un certain langage, j'utilise des mots, et lorsque j'utilise ces mots, que je les mets les uns après les autres, je peux construire des propositions, et puis quand je associe ces propositions les unes à côté des autres, je peux produire des idées, et puis les idées avec les autres, des concepts, etc., etc. La matière sur laquelle travaillent les intelligences artificielles est informationnelle. C'est-à-dire que les intelligences artificielles captent de l'information, calculent des données, et à partir de cela sont capables de donner une certaine structure, restructuration, forme, apparence à ces données. Donc ce qu'elles génèrent essentiellement, c'est des formats qui nous permettent de comprendre ces données-là. Et ces formats peuvent être vidéo, textuels, audio, etc. En quoi la générativité est différente de la créativité est une question qui se pose à peu près à chaque fois qu'on parle de créativité, à chaque fois qu'on parle de générativité. Le principe de la création assistée par intelligence artificielle générative est que l'IA opère un retour sur mes propres idées. Elle opère non pas comme un miroir, puisque de toute façon elle n'a pas d'intention et elle n'est pas capable de comprendre exactement ce que je lui dis, mais elle me permet de réinterpréter pour moi-même et également pour elle-même, puisque à chaque fois qu'elle me renvoie une réponse, je suis en mesure de la retravailler ensuite. Et ça me permet, si je veux aboutir à une création artistique, de raffiner éventuellement certaines idées que j'avais eues, d'en proposer des nouvelles, d'explorer des pistes auxquelles je n'aurais pas pensé tout seul. Donc je pense qu'il y a une forme de co-création, parce qu'à mesure que la machine est capable d'opérer un retour sur les prompts que je fais, et moi-même de comprendre ces prompts, de les réinterpréter, et ensuite de travailler ensemble de cette façon un peu mutualisée, il y a une forme de phénomène de convergence qui se met en place entre moi et la machine. La machine ne comprend pas, mais interprète de manière toujours plus efficace le prompt initial que je lui ai donné, et moi-même, je comprends de mieux en mieux comment la machine elle-même interprète ce que je lui dis. Donc il y a une espèce de phénomène de rétroaction qui se met en place entre la machine et l'humain, et qui fait que, au bout d'un moment, convergent, aboutissent la pratique artistique ainsi mutualisée pour produire une œuvre. Mais il faut souligner que s'il y a co-création, c'est toujours quand même une forme dynamique, co-créative, asymétrique. Ça veut dire que, comme la machine n'a pas d'intention, et que seul l'humain en a, le départ de la création artistique vient de l'être humain, jamais de la machine. Donc il y a toujours quand même une forme de hiérarchie qui se met en place à ce moment-là. Attends une minute. Ta voix, elle est bizarre, non? C'est plutôt la tienne qui sonne... On dirait que t'as avalé un synthétiseur. Il est passé où l'accent qu'on avait avant? L'équipe de Fantasia, assez audacieuse, utilisait un logiciel de génération de voix. Mais voilà, tout évolue. Grosse mise à jour. L'accent de l'algorithme, pouf, disparu. Si on ne l'a plus, qu'est-ce qu'on est? Les voix dans la machine, celles qu'on met à jour sans nous demander notre avis.